Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir proposé d'intervenir lors de ce colloque. J'ai la lourde responsabilité de présenter les vignettes de ma collègue et amie Camille Ignard, qui a connu un cas de force majeure qui ne lui permet pas d'être parmi nous aujourd'hui. Malheureusement, je vais m'efforcer de faire de mon mieux. Je remercie les intervenants, notamment pour l'intelligence artificielle et le e-patient et empowerment. C'est un sujet dont je vais essayer de me nourrir aussi. Et puis, bien évidemment, le professeur Nicolas Franck pour être novateur, précurseur et osé dans ce nouveau champ, ce champ de soins, de prise en charge, rétablissement, au même titre qu'Aurélie Tinland qui s'exprimera tout à l'heure, car nous avons besoin aussi de nous appuyer sur des professionnels, nous, usagers en voie de professionnalisation et de reconnaissance professionnelle, parce que sans locomotive, eh bien, on n'avance pas et nous avons besoin d'accrocher notre char à une bonne étoile. Et Nicolas Franck fait partie de nos belles et bonnes étoiles au même titre qu'Aurélie Tinland. Nous avons besoin aussi, pour avoir accès, entrer au sein de l'institution, de clés. Et les clés dans ces règles du jeu complexes auxquelles nous devons nous former, eh bien, ce sont des légitimités. Et avoir accès à une légitimité, ça passe par des diplômes. C'est ainsi que nous fonctionnons. Donc, le CCOMS a initié une première expérimentation en 2012 sous la forme d'un DU. Ça a été une première clé. Il y en a eu une deuxième en montant en grade sous la forme de licence qui permet d'être plus sur un plan d'horizontalité au niveau des représentations avec d'autres personnels soignants. Je parle des infirmières, bien évidemment, avec lesquelles nous ne sommes pas bien évidemment en concurrence. Nous sommes là pour nous rencontrer et faire mieux ensemble et ouvrir un autre territoire de connaissances et de savoir pour répondre au mieux aux besoins des personnes que nous accueillons. Et puis il y a le DU de Lyon qui va émerger en décembre. Nous avons besoin d'essaimer les formations, nous avons réellement besoin de ça pour être en capacité d'avoir les clés et d'intégrer l'institution. L'enjeu, il est là. Nous ne pourrons pas avoir accès à une légitimité institutionnelle en ne répondant pas aux normes d'accessibilité institutionnelle. C'est ainsi que nous fonctionnons. Je ne suis pas là pour débattre du bien fondé ou non en ce qui concerne le savoir expérientiel de ces règles-là, mais si nous souhaitons intégrer l'institution, nous n'avons pas d'autre choix. Je vais commencer par présenter 3 vignettes, celle de Camille Ignard. Notamment, ce sont des cas cliniques qu'on nous a demandé de présenter. Donc la première vignette de Camille concerne une rencontre avec une personne qu'elle a nommée MD qui boit beaucoup d'eau avec un regard vif et agité, qui parle très très vite et qui est en état d'hypomanie, et qui lui avoue devenir irascible et dormir de moins en moins. C'est une personne qui se soigne depuis 20 ans avec du cannabis, qui ne veut pas d'autre traitement et qui ne veut pas perdre en acuité. Donc elle l'écoute en phase avec son état et qu'elle a déjà traversé plusieurs fois. Et donc elle s'adapte à son débit de parole et répond à son flux. Il m'apaise, se reconnaît, ça se sent, dit-il, partage d'expérience, errance thérapeutique. MD est à l'écoute, cherche une solution, veut dormir, il lui propose de reprendre contact avec son médecin. Il accepte et envisage de tester ce que le médecin lui prescrira. Camille a souhaité décrire dans ce cas une alliance thérapeutique spécifique avec une personne qui se sert du cannabis sous la forme de cannabis thérapeutique, de cannabis médicament, et aussi sous la forme d'une automédication. C'est la solution que cette personne a trouvée à sa disposition pour apaiser ses souffrances. Elle veut mettre en lumière également l'identification du père avec le père aidé. Et là, c'est un levier essentiel dans notre métier, les leviers de l'espoir et d'identification, que je qualifie même d'identification réciproque. C'est quelque chose qui n'appartient qu'aux usagers, parce lorsque l'on parle simplement d'identification, ça voudrait dire que l'identification avec un soignant, qui est tout à fait possible, est du même ressort. Or, ce n'est pas du tout la même chose lorsque l'on parle d'identification réciproque entre un père aidé et un père aidant, et j'espère que la littérature pourra un jour mettre tout ceci en lumière. Ensuite, cette identification réciproque avec Camille permet à la personne d'avoir accès à l'oralité. Moi, je suis convaincu dans ma pratique que
je suis en capacité, alors pas toujours, mais ça favorise le passage à l'oralité, à la parole. Et le fait de commencer à être dans une relation et de dire les choses, parce que dans mon expérience, tout ce qui est tue, et j'ai commencé à me rétablir par le verbe, en étant en capacité de dire, et notamment par la suite à demander de l'aide et à me raconter, eh bien ça favorise le fait de passer à l'action. Et c'est en passant à l'action qu'on arrive à intégrer un processus, d'être en mouvement pour un processus de changement et de transformation, qu'on appelle son processus de rétablissement. Enfin, dans le partage d'expérience, Camille a pu dire à cette personne, eh bien moi, à un moment, j'ai trouvé le traitement qui me va bien et qui me permet de fonctionner normalement. Et puis, pour terminer, que oui, il y a quelque chose qui peut s'améliorer avec le sommeil, avec les problèmes de sommeil. Et donc, elle l'a orienté vers un professionnel parce que, bien évidemment, nous avons chacun nos domaines de compétences. Et là, il s'agit d'un domaine de compétences qui appartient aux soignants. Le deuxième cas de Camille concerne Madame K qui participe à un atelier ETP et traverse une phase de dépression. Alors, l'ETP, c'est un sujet d'importance pour nous, pères aidants professionnels, parce que nous sommes légitimes. Et nous sommes devenus légitimes au sein de l'institution, notamment parce que nous sommes formés. C'est quelque chose qui est légiféré, qui est statué. Pour intervenir en éducation thérapeutique du patient, eh bien, il faut au moins avoir suivi une formation de 40 heures. Dans le cadre de la licence médiateur de santé pair, donc depuis 2018, tous les médiateurs de santé pair sont formés en ETP. C'est une très bonne chose puisque ça permet aux médiateurs d'être tout de suite opérationnels dans des groupes et d'être en co-construction. Cependant, on observe assez fréquemment que lorsqu'il y a des groupes d'ETP en co-animation, généralement, pour ainsi dire principalement, l'animateur est toujours le soignant et le co-animateur est toujours le père aidant. Vous voyez où je veux en venir? Tout ça, ça illustre quoi? Ça illustre en grande partie la verticalité des savoirs et de la hiérarchie de nos modes de fonctionnement institutionnels. Ça veut dire que le pouvoir, quoi qu'il arrive, le soignant le conserve, même s'il a ce désir, cet élan pour aller vers une forme d'horizontalité. Nous ne fonctionnons pas de façon, j'allais dire, innée, c'est même quelque chose d'assez acquis au sein de l'institution que d'être dans cette verticalité qui tombe, vous voyez. Donc pour reprendre sur l'ETP, on voit que c'est une très bonne porte d'entrée pour commencer à travailler ensemble. Cependant, il est des situations, dans certains modules, je crois, où il serait bon d'affirmer qu'un père aidant peut animer seul certains modules sans justement être accompagné d'un soignant. Et l'inversement est tout à fait possible aussi. Et que dans les situations, lorsque cela l'exige et qu'il y a un réel bénéfice à le faire, eh bien que le père aidant devienne l'animateur et que le soignant co-animateur. Alors le dire, ça prend son sens. Le faire, c'est plus compliqué. Écrire des lois, c'est peut-être plus simple que de les faire appliquer. On peut éventuellement réfléchir sur le sujet. Donc, lors de ce groupe d'ETP, Camille, à un moment, a pris la parole pour parler de sa propre expérience et affirmer haut et fort que ça lui arrive de se sentir vide, totalement vide intérieurement, et de renforcer la parole de cette personne qui avait un statut de patient à ce moment-là. Alors, la thérapeute a fait preuve d'intelligence, elle a lâché prise sur le sujet, et puis les tensions ont diminué, bien évidemment, ça n'a pas été vers la confrontation, et il y a eu un réel bénéfice pour cette personne de se sentir comprise et entendue. La troisième vignette de Camille concerne une jeune patiente de 20 ans qui vient de sortir d'hospitalisation. Alors Camille dit que sa souffrance lui est familière parce que d'abord mutique, elle répond de plus en plus volontiers à ces questions qui sont guidées par l'instinct. L'entretien va durer 1h30, ce qui est un entretien long, et elle dit que sa parole a été libérée par le partage de l'expérience.
Ce que je voudrais dire aussi beaucoup, pas beaucoup, ce que je voudrais surtout dire et qui est vraiment important dans la relation qu'on peut avoir entre un père aidant et un père aidé, c'est l'écoute active qui est une écoute différente de celle des soignants. C'est-à-dire que le récepteur, en étant un père aidant, n'est pas tout à fait la même chose. Et là, Camille, de par cette écoute active, eh bien, elle est allée chercher petit à petit la parole de cette personne qui avait du mal à s'exprimer pour enfin, finalement, eh bien, faire un entretien qui dure 1h30. Et sur quoi s'est-elle appuyée ? Elle s'est appuyée d'une part sur le levier d'identification et d'identification réciproque, sur un levier de l'espoir, ben oui, qu'une vie meilleure est possible, de reprendre de la confiance dans ses forces, c'est-à-dire que lorsque l'on est malade, on ne se résume pas à une maladie, ça a été dit tout à l'heure, et puis aussi qu'il y a un processus de réparation qui est en route, et surtout quelque chose qui figeait cette personne, c'était l'énorme culpabilité qu'elle ressentait. Donc moi, je vais à présent vous parler de quelque chose qui peut arriver comme ça au fil de l'eau. Vous savez, lorsque on a un rendez-vous avec une personne qui est accompagnée dans une institution et qu'elle ne vient pas, et de surcroît qu'elle n'a pas prévenu, et lorsque l'on s'en inquiète, on l'appelle et qu'on tombe sur sa boîte vocale et qu'elle ne rappelle pas, eh bien, c'est ce qu'on appelle une sortie des radars, et généralement, on n'aime pas du tout ça. Et là, je vais prendre le cas d'une jeune femme de 25 ans qu'on accompagnait à l'hôpital de jour, qui adhérait totalement à sa prise en charge. Il n'y avait pas de soucis particuliers. Elle évoluait vers une certaine forme d'autonomie, de passer de famille d'accueil à un foyer, et puis elle était en phase de trouver un appartement. Et tout de suite, alors il a suffi, alors c'était très intéressant de l'observer ça au sein de l'équipe, une personne qui dit on va l'appeler Elodie. Tiens, t'as pas vu Elodie aujourd'hui ? Ben non, finalement, elle est pas là, personne n'a de ses nouvelles, on a téléphoné. Ah, mais t'avais pas remarqué ça ? Tu sais, moi j'ai trouvé qu'elle avait tendance à se refermer un petit peu sur elle-même. Et puis après, alors là, il y a quelque chose qui est renforcé par chaque soignant, souvent c'est comme ça, pour aller dans le sens, oui, si elle n'est pas là, c'est nécessairement qu'elle ne va pas bien. Alors finalement, on peut pratiquement arriver à des descriptions d'état qui exigent une hospitalisation en urgence, hein, si on continue dans ce sens-là, vous voyez. Ah oui, moi aussi j'ai remarqué que, et puis il y a une espèce d'inflation sur ce qu'on a observé sans que ce soit réellement de symptômes. Et là, c'est ce que j'appelle le trouble des visées symptomatiques. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre quelque chose. Lorsque les professionnels entrent dans un lieu de soins, donc c'est une adresse, un lieu spécifique, eh bien, ils changent d'identité, j'allais dire de citoyen lambda, ils deviennent soignants. Et ils deviennent soignants en agissant et en faisant ce qu'on leur demande. Et ils ont été formés et certains déformés pour ça, c'est-à-dire qu'avant d'entrer dans un lieu de soins, ils chaussent leurs lunettes à visée symptomatiques. Hein, on leur demande d'observer quelque chose de particulier, des signes qu'on appelle des symptômes, et de les relier entre eux. C'est ce que font les médecins pour arriver à un diagnostic et qui peut générer un traitement. Et là, ils ont tous chaussé leurs lunettes à visée symptomatique, j'allais dire déformantes, pour amplifier une réalité, pour aboutir à des conclusions qui n'étaient pas du tout en rapport avec la réalité. Et là, moi, quand j'ai observé ça avec grand intérêt et plusieurs fois, et je me suis dit, non, cette jeune femme de 25 ans, Elodie, c'est le printemps, il fait beau, je sais qu'elle a renoué avec des amis de son âge et qu'elle n'a pas eu de période d'adolescence et qu'aujourd'hui, elle a tendance à beaucoup sortir et qu'elle a parfois du mal à se réveiller le matin. Je pense qu'elle va bien, qu'elle a fait la fête et qu'elle se repose. C'est l'hypothèse que j'avais faite. Et évidemment, c'est exactement ce qui s'est passé. On l'a vu revenir guillerette le lendemain en nous expliquant que tout allait bien, mais qu'elle avait profité de ses 25 ans et du printemps. Ce qui est plutôt un bon signe de santé mentale, qu'en pensez-vous ? Ensuite, avec le docteur Corinne Launay qui dirige donc l'hôpital de jour,
on a créé les MAPA. Alors les MAPA, c'est pas une équipe qui lave plus blanc ou qui soigne plus blanc. C'est l'équipe mobile d'accompagnement des problématiques alcooliques. Et on avait pensé les MAPA de manière transversale. Et quand on dit penser les MAPA de façon transversale, c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux au vu du mode de fonctionnement de nos institutions qui ne sont jamais dans la transversalité de manière, j'allais dire, naturelle ni acquise. Okay. Donc, à l'origine, c'est un constat au niveau des certitudes de rechute qui sont souvent liées à soit à l'arrêt d'un traitement, soit à la consommation d'alcool et ou associée de cannabis. Et donc, dans ce mode d'organisation, on avait placé ce qu'on appelle des personnes ressources, des sentinelles, des observateurs dans les différents services du pôle. Et ces sentinelles étaient en capacité d'observer, d'identifier des personnes avec une problématique de consommation d'alcool. Et donc, ce qui était intéressant par rapport à ce projet, c'était d'une part proposer à la sentinelle d'expliquer ce qu'est les MAPA. Donc c'est une prise en charge avec un médiateur de santé pair, avec une date de début, une date de fin. Et ça c'est très important je trouve, parce que généralement les prises en charge dans les institutions, c'est comme les rechutes. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête. Donc avoir un temps de prise en charge avec un nombre défini dès le départ d'entretien, eh bien ça donne de la valeur aux choses et ça permet de commencer à s'imaginer, à faire autre chose après. Et là, eh bien la première personne que j'ai accompagnée, Christophe, était hospitalisé parce que socialement il dégringolait complètement jusqu'au moment où il s'est retrouvé aux urgences, hospitalisé d'office avec une forte consommation d'alcool. Il avait adhéré très très bien, c'est presque la chance du premier patient, hein. Je ne sais pas si ça existe, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Tout a roulé comme sur des roulettes avec lui, c'était vraiment extraordinaire. Son temps a rencontré le temps thérapeutique. C'est pour ça que ça a fonctionné et il avait le désir d'arrêter, d'oser changer, oser intégrer un processus de changement. Et donc mon job, ça a été de renforcer ça et de l'accompagner. Et mon job, ça a été aussi de commencer à ce qu'il m'explique les bénéfices qu'il avait déjà avec l'alcool, parce qu'on ne consomme pas des produits si c'est pas bon, hein. La plupart du temps, on consomme au début parce que c'est bon. Après, ça se complique, hein, mais c'est souvent l'origine. Et lui expliquer, un petit peu son parcours et qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il désire, est-ce qu'il est capable de mettre en place des choses, de passer à l'action pour essayer de changer sa relation avec ce produit. Et puis par la suite, et ça c'était vraiment l'objectif de l'EMAPA, c'est un accompagnement vers l'extérieur. Moi, mon boulot en tant que père aidant, c'est d'accompagner surtout les personnes vers l'extérieur. Leur établissement, il est surtout en dehors des prises en charge institutionnelles. Il ne s'agit pas de rompre avec celles-ci, mais il s'agit d'encourager une place dans la cité des personnes concernées. Et donc, dans cette orientation, on est allé dans des groupes d'usagers, des narcotiques et alcooliques anonymes. Et il est bilingue, ce monsieur, donc on est même allé dans des réunions anglaises. Il était volontaire et il était en capacité de prendre la parole assez facilement. Il a pris connaissance de cet outil comme d'autres outils. Il a continué à s'en servir et aujourd'hui il va bien, il va même très bien. Il est abstinent, il y a toujours un lien. Il avait reçu un diagnostic de dépression en arrêtant de consommer, mais il n'y a plus de dépression. Et ça a été vraiment, pour lui, extrêmement bénéfique d'avoir cet accompagnement dès l'hospitalisation pour préparer sa sortie. Je veux dire aussi par là que généralement, lorsque les sorties sont préparées à l'hôpital, et ce n'est pas toujours le cas, c'est même rarement le cas, elles ne le sont jamais suffisamment. Et là, les pères aidants ont une grande place à prendre pour accompagner les personnes vers leur sortie et aussi en ETP, dans ce qu'on appelle des ETP de sortie ou des ETP flash. Les pères aidants ont une grande place à jouer aussi. C'est pas très long, hein, entre une demi-heure et 1 heure, pour essayer d'encourager, de motiver les personnes à utiliser les outils dont elles auront pris connaissance
durant leur hospitalisation pour devenir autonomes dans leur processus de rétablissement. Alors, j'avais une dernière vignette. Je vais vous en parler rapidement. Il me reste un petit peu de temps, non ? Bon, alors ce sera pour une prochaine fois, j'en suis navré. Je vais laisser la parole à mon collègue Stéphane Cognon. Je vous remercie.